Il est l'heure de retrouver Mickaël Tardieu, Émilie Defay, Bernard Darniche et leurs invités avec entre autres Antoine de Maximi. C'est l'heure de retrouver les citoyens de la route avec comme thème aujourd'hui une autre façon de faire la route. France Bleu 107.1, les citoyens de la route. Mickaël Tardieu, Bernard Darniche et Émilie Defay. Un nouveau numéro de votre magazine mobilité comme chaque week-end sur France Bleu 107.1 avec Émilie Defay bien sûr. Bonjour Émilie. Bonjour. À vos côtés, le président de l'association Citoyens de la Route, Bernard Darniche. Bonjour. Et bonjour à tous et bon week-end. C'est parti pour une nouvelle émission et je me suis trouvé dans un rêve, une ville qui avait changé. En sortant de la rue, au pied de mon immeuble, le silence s'était emparé des rues. Le parc à vélo était silencieux. Le bruit fait en décrochant un antivol était à peine couvert par le chant des oiseaux du petit jour. Au premier tour de roue, je m'engageais sur une grande avenue silencieuse elle aussi. Au lieu de ces voitures qui roulaient habituellement, les rails d'un tramway entourés de verdure. Partout au pied des immeubles, les vélos brillaient sous les premiers rayons du soleil levant. À plein poumon, je respirais un air légèrement parfumé par l'odeur des croissants de la boulangerie qui venait tout juste d'ouvrir ses portes. Le pont que je traversais passait au-dessus du chemin de fer, mais le silence était à ce moment-là tout juste perturbé par le passage sifflant d'un de ces aérotrains glissant sur un cousson d'air. Je me rappelle, avant, l'espace d'un instant de cette époque où les rails nous imposaient un trajet d'une heure, là où aujourd'hui on est capable en à peine 20 minutes de rejoindre le cœur de la ville. La grande vitesse dans la ville, nous l'avions rêvé. Aujourd'hui, ce sont des milliers de travailleurs qui la prennent au quotidien. Moi, le premier, je glisse à mon tour depuis la province vers le cœur de Paris, une vingtaine de minutes et hop, on est au cœur de la capitale. La gare où se retrouvent les aérotrains, les tramways, les métros, les téléphériques, les bus électriques. Tout le monde est serein, les passagers se dispersent tranquillement, chacun son moyen de transport. Les bus se suivent en silence, chacun y trouve une place. Au pire, celui d'après arrive 1 minute d'écart. Les piétons marchent sereinement sur les trottoirs larges et verts, d'autres s'enfoncent dans le métro désormais lumineux et confortable, et je reprends un vélo facilement rangé dans le train aux côtés de dizaines d'autres et me glisse sur les routes de Paris aux côtés de marcheurs. Là, un sourire se dessine sur mon visage en voyant passer une voiture. Les embouteillages, ah, quel souvenir. Sûrement un touriste mécanique qui se balade par ici. Mais un coup de klaxon se fait retendre d'un seul coup et hop, je sors de cette rêverie à un feu rouge coincé dans les embouteillages à vélo derrière le pot d'une moto. Mais tout va bien, la vie continue. Les citoyens de la route sont aussi là pour vous faire rêver. On va vous faire rêver avec la route d'une autre façon. Bienvenue à bord. Après cette petite page de poésie, je vous invite à la rencontre de nos invités. Nous vous invitons à redécouvrir avec plaisir celui qui nous a emmenés aux 4 coins du monde et qui va continuer de le faire avec la saison 5 qui arrive au printemps. Je vous parle bien sûr d'Antoine de Maximi. Bonjour. Hello. Routard, animateur de J'irai dormir chez vous sur France 5. On va vous retrouver avec une saison 5, je le disais, au printemps. Des nouvelles destinations, vous êtes offert les premières lettres de l'alphabet. Oui, c'est un peu ça. Alors, il faut que je le dise. Ah oui, du coup, Argentine, Allemagne, Birmanie. C'est quoi c'est Californie, c'est ça? Californie. Ouais. C'est pas vraiment un pays, mais bon. Non, après on saute. Et la Namibie. La Namibie. Bon, Oui, j'en reviens. Ouais. Quelques jours. Toujours beaucoup de plaisir à vous promener, sac à dos. Oui, parce que j'ai eu la bonne idée de m'arrêter de temps en temps. C'est ça le plaisir aussi. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. Ce qui serait quand même dommage en faisant ça d'avoir l'impression de travailler. Alors avec vous, on va parler de cette démarche que vous avez, mais on va la découvrir également avec les 2 personnes qui se trouvent à vos côtés. Et c'est Émilie Defay qui vous les présente. Oui, 2 jeunes garçons, Paul Hervé Lavessière. C'est pas Paul-Henri Mathieu. Non, moi j'ai un petit problème avec son prénom, voilà, c'est dit, je risque de me tromper, mais non. Paul Hervé Lavessière, donc vous êtes urbaniste, géographe, et à vos côtés Baptiste Lanespèze, voilà, qui est éditeur notamment d'une maison d'édition à Marseille qui s'appelle Wild Project, et ensemble vous avez eu ce projet un peu fou, on peut dire, de marcher autour de la capitale. Vous en avez fait un livre, expliquez-nous un petit peu rapidement votre démarche. Paul Hervé, peut-être, d'abord. Donc, c'est un livre qui est un récit de voyage dans les paysages ordinaires de la première couronne parisienne. Donc, c'est un livre qui retrace 6 jours de marche entre Saint-Denis, Créteil et Versailles. Et donc, l'originalité, c'est que c'est un livre qui s'accompagne d'un sentier qui existe et qui est tracé, donc qui est marchable aujourd'hui par n'importe qui. Voilà, oui, on va redonner le titre, ça s'appelle La Révolution de Paris, sentier métropolitain. Donc ce petit voyage, ce petit grand voyage, 130 km à pied, vous l'avez fait ensemble, Baptiste, vous avez participé aussi. Tout à fait, ouais. Moi j'étais le client de Paul Hervé puisqu'il a tracé le chemin et je voulais voir avec lui ce que ça donnait, parce qu'il l'a fait sur carte et après on a découvert ensemble ce que ça donnait. Et la première grande surprise, c'était que c'était carrément faisable. On peut faire le tour de la petite couronne à pied, 130 km, sans du tout être gêné.
Mais sans trottoir, sans rien. Si, on est beaucoup sur le bitume. On fait de la rando urbaine. Ouais. Mais on n'est pas gêné par les voitures ou par... Enfin, ça passe. Il y a des trottoirs, quoi. Le piéton trouve facilement sa place. Alors justement, Émilie. Ouais, pour se rendre compte, on va écouter, parce que moi, je suis allée marcher avec vous, alors pas sur les 130 km, on a fait un petit bout de marche du côté de Saint-Maur, on s'est retrouvés à l'arrêt de RER Créteil-Saint-Maur, c'est ça le nom. Et voilà, on va écouter comment ça démarre une marche avec vous. On passe juste derrière cette petite résidence chelou Star Trek, et après on arrive au péniche, et là on pourra aborder la marche. Ouais, voilà. Ça va, En toute sécurité. c'est toi le guide. On te suit. On va pas commencer la balade par un peu en galère, c'est vrai. Normalement, on a un repérage un peu plus fin, mais là, on est un peu à l'arrache. Mais bon, on a la carte dans la poche si jamais, donc on n'est jamais perdu. Ouais, on descend. Hein. Ah ouais, il y a des super belles péniches. Jens nous fait remarquer que c'est peut-être le seul Olivier d'Île-de-France dans lequel nous nous trouvons, en bord de Marne. Voilà. Avec des aménagements super bichonnés en bord de Marne. Donc alors, comment on peut décrire ça cette fois, le roi de ce genre de description? Mais il y a un petit ponton en bois avec des petites loupiottes solaires, un petit banc, des fleurs, des pétunias, des petits terrassements qui mènent à la péniche. Des roses, effectivement, c'est trop joli. Voilà, alors on s'extasie devant un peu tout ce qu'on voit. Comment c'est venu l'idée de marcher? Pourquoi la marche? La levée de sourcil que vous n'avez pas vue. Genre, on m'a jamais posé la question. Paul Hervé. Pour moi, tout a commencé sur une expérience très heureuse sur le GR 2013. Et j'ai encore ma carte IGN ici. Qui est écrit à Marseille, c'est ça hein. Voilà, à Marseille, parce que cette expérience-là, donc avant qu'il soit balisé, moi j'y suis allé pour marcher 3 jours sur le sentier, puisque l'itinéraire était consultable sur le site. Et c'était la première fois que je marchais plusieurs jours d'affilée en ville, en itinérant, donc en dormant à l'hôtel. Donc des hôtels qu'on réserve sur Internet, quoi. Et donc cette expérience de marche en ville m'a beaucoup plu. Et à l'époque, j'habitais Bruxelles, Paris n'était pas très loin. Et donc je voyais cette grande masse urbaine. Et je m'en voulais d'en connaître si peu sur la première couronne. Alors qu'en plus, voilà, mon père vient de Créteil, ma mère de Drancy. Donc j'ai un peu une histoire avec cette banlieue, mais j'ai très peu mis les pieds. Et donc je m'en suis voulu de rien connaître là-dessus. Et j'ai voulu en connaître plus. Et utiliser la marche pour satisfaire ma curiosité. Et c'est comme ça qu'est née cette autre façon de faire la route dont nous vous parlons aujourd'hui dans les Citoyens de la route sur France Bleu 107.1. Bernard Darniche, on vous a pas encore beaucoup entendu là. Plus de voitures. Non, mais je suis très, très intéressé par tout ce qui s'est dit parce que je me reconnais derrière tout ça, évidemment, parce que notre thème de prédilection sur cette radio, France Bleu 107.1, c'est la mobilité sereine et durable, et on est en plein dedans. Et Michael, j'ai été très sensible à ce chapeau d'émission, évidemment, et pour continuer à bien vivre, il ne faut surtout pas oublier de rêver. Et là, on était vraiment dans le rêve, et c'est le rêve absolu, moi, que je caresse, qu'on puisse tendre vers cette mobilité sereine et durable qui nous procure suffisamment de temps pour continuer à vivre d'une façon efficace, parce qu'à vouloir quelquefois aller trop vite et dans une situation trop stressée, on passe à côté de sa vie. Tout simplement. Il ne faudrait pas. En tout cas, il y en a qui en profitent et la croquent à pleines dents. Parfois, quand on se déplace, le voyage ou même le pays contraignent le choix de nos déplacements. Je pense que ce n'est pas Antoine de Maximi qui va nous dire le contraire. On n'a pas d'autre choix que les pieds, que le transport qui s'offre à nous quand on est aux quatre coins du monde. Parfois, moi je trouve que j'arrive quand même relativement à varier les moyens de transport, à trouver des choses. Je suis toujours d'ailleurs très étonné, ce qui est encore arrivé en Birmanie, où on n'a pas le droit, enfin dans la région où j'étais, parce qu'apparemment c'est pas si simple que ça, mais dans la région où j'étais, c'était impossible de louer une moto. Et en fait, j'ai encore trouvé un mec qui m'en a loué une, mais il m'a laissé partir avec sa moto, et je lui ai rien laissé. C'est quand même très surprenant. Du vol, ça, quand on laisse rien. Non, j'ai rien laissé. J'ai ramené la moto et je peux même dire que ça a été compliqué. Non, mais effectivement, j'aurais pu lui voler sa moto. Ouais. C'est étonnant. Vous avez fait des voyages assez extraordinaires et quand on parle de véhicules, il y a celui-ci qui nous revient. Yeah. There's no brake. We got no brakes. Il n'y a pas de frein. On va cartonner, il n'y a pas de frein. Oh shit, keep up. We're gonna hit a tree. Oh, watch out. C'est pas vrai. Okay, we're okay now. Was it really or not? Yeah, I'm stuck. You're on top of something. Non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. The wheel is not touching the ground. That's cool, dude. Is your father always like that? Bon, bah j'ai quand même failli acheter une bagnole qui avait pas un pet de frein.
Racontez-nous. Ça, c'est vrai. Voyage de quoi? Allez, 50 mètres en marche arrière, dans un corbillard que j'ai acheté dans une case, qui avait pas de frein, et le mec le savait pas. Et on est parti dans une descente, et il était là, il cherchait un arbre pour s'arrêter, parce qu'il y avait un lac. Et en fait, on est rentré dans un arbre, on est monté sur un bidon, c'est pour ça que la roue touchait plus le sol. Enfin bon, c'était assez... ça, c'est des trucs... Je suis tellement content d'avoir des séquences comme ça. En fait, le matériel que j'ai fait mettre au point avec ces 2 petites caméras me permet de filmer des choses qui t'arrivent dans la vie et que normalement tu n'as jamais filmé. T'arrives jamais à filmer. Alors justement, est-ce que le moyen de transport influe sur notre regard ou la façon dont on se déplace Énormément. Énormément. Moi, je pense que c'est énorme. Le fait d'aller à pied, c'est vachement bien. Là, j'ai encore fait ça en Namibie où j'ai posé... Là, j'avais une voiture de location. Il y avait un petit village à 2 km, j'y suis allé à pied. Parce que justement, tu te mets au niveau des gens. Si tu arrives avec ta carapace, ton habitacle, ton intérieur, ça casse les choses. Et mon véhicule de prédilection, parce que je suis beaucoup plus feignant qu'eux, j'ai pas envie de marcher, et surtout pas longtemps, et ben c'est la mobilette. La mobilette, le scooter, ces trucs qui avancent pas vite, qui te permettent d'être vraiment près des gens, qui en même temps te laissent dehors. Et puis, effectivement, j'avoue, c'est moins durable, c'est moins, je reconnais, mais qui te permettent d'aller beaucoup plus loin. Baptiste Lanespèze, Marseillais à Paris pour cette révolution de Paris. Vous êtes le premier à avoir suivi ce sentier métropolitain. Est-ce que ça a changé le fait d'être à pied dans la grande ville, votre regard sur la capitale? Ouais, alors sauf que dans l'histoire, lorsque Paul Hervé m'a présenté ce projet de faire le tour de Paris à pied, moi ça m'a beaucoup plu parce que ça faisait 3 ans que je venais de faire 2000 km à pied autour de Marseille pour le GR 2013 que j'avais initié pour la capitale de la culture, et du coup j'en avais marre de Marseille un peu quoi, et donc c'était pour moi un nouveau terrain de jeu qui était génial. Par contre c'est pas là que j'ai découvert la marche à pied parce que j'en avais déjà fait tellement à Marseille en fait que ça me plaisait tellement que je voulais continuer ailleurs. Et je dis souvent ça, mais c'est vraiment une drogue dure quand on commence à avoir le plaisir qu'il y a à marcher dans des métropoles à côté de chez soi. C'est comme si des choses qui sont dévalorisées et peu coûteuses devenaient extraordinaires, quoi. C'est vraiment pour nous des aventures de dingue dans des endroits où les gens sont toujours surpris qu'on aille, et en fait on trouve plein d'histoires de gens, de choses à raconter. Ouais. Parce que en fait vous vous définissez un peu comme des explorateurs. Il y a ce côté-là chez vous, même si c'est dans un décor très plutôt des ordinaire. Voyageurs, je dirais plutôt voyageurs qu'explorateurs. Parce qu'en fait, on explore des espaces qui sont habités par des millions de gens. Donc, c'est une terra incognita dans notre cerveau, mais une terra incognita ultra habitée et ultra dense. Donc, on est des voyageurs de l'ordinaire. Voilà. Bernard Darniche. Mais c'est vrai que pour bien profiter d'un lieu, il faut, comme le disait Antoine, c'est arriver dans une situation qui vous permet un lien avec les habitants, avec les gens, évidemment. Autrement, moi, dans mon ancienne vie et dans mon ancien métier, quand je faisais le Tour de Corse, par exemple, et tous les rallyes en championnat du monde, j'ai fait toutes les épreuves à vélo, toutes. Et évidemment que ça me rapprochait des gens, parce que dans la Stratos, on parlait de la Stratos, les gens sont plus en recul, évidemment. Quand j'arrivais en reconnaissance à vélo, on s'arrête parce qu'on est fatigué en haut d'un col, etc. Et on attire les gens qui viennent vous parler, et on découvre non seulement le paysage d'une façon beaucoup plus forte, mais en même temps les gens qui vont avec le paysage. Et c'est très costaud, je trouve. Et ce que vous nous dites tous ce matin sur France Bleu 107.1 dans les Citoyens de la Route, c'est qu'en fait il faut tracer sa propre route, et c'est ce dont nous allons parler dans le prochain quart d'heure des Citoyens de la Route. France Bleu 107.1, les Citoyens de la Route. Michael Tardu, Bernard Darniche, Émilie Defay. Tracer sa propre route, une autre façon de faire la route ensemble sur France Bleu 107.1 dans les Citoyens de la Route. Ça en fait de la route aujourd'hui. On va parcourir ces kilomètres ensemble avec Émilie et Bernard Darniche comme chaque week-end, mais aussi aux côtés d'Antoine de Maximi, le routard, l'animateur de J'irai dormir chez vous sur France 5, mais aussi aux côtés de Paul Hervé Lavessière, qui est l'urbaniste géographe, cartographe également, auteur de La Révolution de Paris, sentier métropolitain, qui est sorti aux éditions Wild Project, c'était hier. On découvre ce livre avec son éditeur qui a marché à ses côtés. Vous avez parcouru 6 jours dans la capitale qui dépasse le périph', parce que c'est ça aussi que vous nous vendez. Justement, Paul Hervé, est-ce qu'il faut sortir des sentiers battus pour découvrir une ville ? Alors, moi, je suis persuadé qu'il y a déjà plein de sentiers qui existaient déjà avant que je trace le mien, et qui sont sans doute très très bien. Je les ai pas tous parcourus, mais moi, j'avais le temps de faire mon sentier au moment où j'ai tracé cet itinéraire. Et du coup, j'avais ce luxe de pouvoir prendre le temps de tracer le mien, un peu tout seul dans mon coin, en choisissant mes critères de découverte du territoire. Antoine de Maximi, sortir des sentiers battus pour découvrir un pays ? Ah bah c'est capital.
c'est capital de sortir des sentiers battus parce que en plus il y a deux choses qui se passent. C'est qu'on se retrouve à on change la notion du fait d'être loin ou pas loin en fait. On a l'impression d'être beaucoup plus loin dès qu'on sort des sentiers battus. Et d'ailleurs, moi, la question que je me pose quand je regarde, parce qu'il a sa carte là, sur la table, on la voit pas. Sur la table. Mais sur quoi, sur une carte, tu as pu te baser pour choisir? Alors là, j'ai passé des heures et des heures sur Google Earth, donc un logiciel de carto très simple. On voit la Terre en 3D, puis on se rapproche, on a une vue aérienne. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, là-dedans, il y a des communes. Plein de communes que je ne connais pas. Et même, je ne savais même pas ce qui était commune ou quartier. Mais bref, j'ai vu qu'il y avait plein de communes. Donc, je me suis dit que j'allais relier les centres de ces communes, c'est-à-dire les mairies. Donc, j'ai pointé toutes les mairies, toutes les églises, toutes les écoles, tout ce qui fait patrimoine architectural. Donc, j'ai passé des heures sur Wikipédia, sur les sites des comités du tourisme. Donc, j'ai pointé des milliers de punaises comme ça sur ma carte. Donc, je suis arrivé à... Voilà, plus de 100, 200, 300, jusqu'à 689 punaises sur... donc, quand je vous dis que j'avais du temps... et ensuite, j'ai dû faire des choix. En fait, il suffisait ensuite de relier ces points entre eux. Les passerelles. Et de relier ces points entre eux de façon agréable. Et donc, ce que j'avais appris sur le GR 2013, c'est à quel point il est agréable de marcher sur des passerelles piétonnes en ville. Parce que d'un coup, on est au-dessus ou en dessous des voitures, mais du coup, on n'est plus gêné par les voitures. Et en plus, on est dans des passages, entre guillemets, de connaisseurs du quartier, parce que c'est peut-être le raccourci de la petite mamie du coin, elle passe par là pour aller au marché, quoi. Donc, et tous ces points, je les ai repérés, parce qu'on a accès à plein de sources d'informations pour accéder à tout ça. Donc, j'ai pointé mes passerelles, et donc je savais ce que je voulais relier, mes points, et je savais comment, c'est-à-dire en favorisant au maximum ces passerelles. Et donc, j'ai commencé à tracer... tout un réseau dans l'Île-de-France. Donc ça, c'est la façon dont on crée un itinéraire. Et après, comment on se prépare à partir? Je vais vous demander à vous, puis après on demandera à Antoine, parce que c'est une autre aventure, j'imagine. Alors, vu qu'on est en ville, c'est très léger, en fait. On peut même partir les mains dans les poches, parce que finalement, on trouve à manger partout. S'il nous manque, je sais pas, il pleut, on n'a pas de cap de pluie, bon, il y a un magasin de sport là-bas, sûrement dans 2 km, donc on peut partir là comme ça. Si vous voulez, on y va maintenant. Ouais, mais c'est pas toujours évident parce que pour avoir lu la première partie de votre voyage, j'ai pas eu le temps d'aller au-delà, mais on se rend compte, par exemple, qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas nécessairement à trouver un endroit pour manger aussi facilement que vous l'imaginiez. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, il y en avait, mais on avait des souhaits des exigences. De standing. C'est ça. On évite le fast-food. Pour faire la transition vers les aventures plus spectaculaires d'Antoine de Maximi, en fait, l'échelle d'une métropole, comme celle de Paris, c'est à peu près l'échelle d'un massif de montagne. Et on se rend compte d'un truc bizarre, c'est que la distance qu'est capable de parcourir un marcheur, c'est à peu près 20-25 km par jour, convient très bien à l'échelle métropolitaine parce qu'on part le matin d'un endroit, on voit un truc super loin à l'autre bout comme en montagne, et on se dit ce soir on sera là-bas, on fait non, c'est pas possible. Et en fait, si le soir on y est, on part de Saint-Denis et le soir on arrive à Montreuil, le lendemain on dort à l'hôtel, à Montreuil le lendemain on va jusqu'à Créteil, et en fait on a ce sentiment physique de l'ampleur de Paris, on ne peut l'avoir que avec, vous pouvez le faire toute votre vie en RER ou en voiture, vous n'aurez jamais la sensation physique de l'ampleur de Paris. Et là, nous, on l'a dans les pattes maintenant avec nos 6 jours. On sent le truc, le massif, quoi. Antoine de Maximi, quand vous préparez votre voyage, tout est pensé ou alors vous, c'est sac à dos, j'arrive à 2 niveaux. Il y a des choses qui sont extrêmement pensées, c'est ce que j'emmène. Alors là, j'ai des checklists, c'est vraiment au truc près, je prends rien de plus. Ça s'est affiné au fil des tournages et c'est vraiment au point. Et pour ce qui est du voyage lui-même, ça... c'est très, très improvisé. C'est-à-dire que là, par exemple, la Namibie, 3 jours avant, je pensais sincèrement, j'étais en train de régler les derniers problèmes pour aller en Guinée équatoriale. Puis ça m'a semblé vraiment trop compliqué. J'ai changé. 3 jours avant le départ, je suis parti en Namibie. Et j'ai même joué une fois à aller à l'aéroport. J'avais demandé une autorisation aux aéroports de Paris pour tourner dans l'aéroport. Je ne savais pas dans quel pays je partais. Il était 4 heures de l'après-midi. Je suis allé au comptoir Air France. Les hôtesses n'étaient pas prévenus non plus. D'ailleurs, il a fallu régler le problème d'autorisation après. J'imagine. Et j'avais 4 exigences. Je pars aujourd'hui, il était quand même 16 heures. Pas plus de 4 heures d'avion, 4-5 heures. J'ai pas de visa, je vais aller dans un pays que je connais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Grèce. Et la Grèce qui était vraiment pas préparée, où j'ai joué à ça tout le long du tournage, pendant 15 jours.
et vraiment un des beaux épisodes de la série, avec des rencontres super. C'est aussi ça le plaisir de voyager. Bernard Darniche, je vous sens très spectateur, mais assez admiratif de vos invités aujourd'hui. Très admiratif. Moi, c'est une partie de ma vie quand même, ça, hein, parce que contrairement aux pilotes de circuit qui sont transportés d'un aéroport sur un circuit et qui sont enfermés dans le circuit, nous, à l'époque des rallyes championnats du monde, quand on allait sur les plateaux du Kenya, nous allions dans des endroits où quasiment personne n'avait jamais été, quoi. Quand on tombait en panne, on marchait avec les Maasai, avec ce groupe de Maasai chasseurs qui partaient flinguer un lion parce qu'ils savaient bouffer trop de brebis ou une vache, et on partait avec eux, quoi. On était dans le cœur du système. Alors, bien sûr, il y avait le Kenya, mais il y avait aussi le Sud marocain, il y avait aussi les États-Unis, le Canada, qui était une autre forme. Mais au milieu de tout ça, il y a des gens. Et la découverte des gens, c'est ce qu'il y a de plus riche, je crois. Et c'est ce qu'on oublie le plus dans nos sociétés. On aura l'occasion d'en reparler, notamment dans l'émission de demain. Alors pour le moment, on va parler aussi de la façon de faire la route. Vous partagez ça, j'ai l'impression, tous autour de la table, même Bernard. Faire la route, c'est une façon de penser, de franchir parfois des limites, des frontières. Et la frontière pour Paul Hervé Laveissière et Baptiste Lanespèze, c'était le périphérique, Émilie Defay. Oui, vous, votre livre, ça s'appelle La Révolution de Paris. Il y a cette idée, il y avait cette idée dès le départ de franchir le périphérique que vous voyez comme une frontière un peu qui finalement n'est artificielle, car la ville, elle va évidemment bien au-delà du périphérique. Oui, en fait, c'est une frontière qu'on a franchie, mais finalement très facilement et qui nous est vite sortie de la tête, quoi. Le périphérique, pendant qu'on marchait entre Créteil et Versailles, on pensait plus du tout au périphérique. Donc, le vrai franchissement, c'est la première fois que j'ai commencé à tracer hors du périph'. Même, j'avais jamais tracé en intra, mais je connaissais déjà un peu l'intramuros. Mais voilà, la barrière était psychologique. Mais ensuite, sur le terrain, c'était très loin. Et notre périph' à nous, c'était la 86, en fait. Ouais. Et en fait, vous êtes rendu compte d'un seul coup que tout était lié. Oui, c'est ça. Vous avez fait finalement en marchant la connexion entre les lieux et ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre les villes finalement. Oui, alors il y a un truc, c'est que nous, sur toutes les 37 communes qu'on a traversées, on est expert d'aucune d'entre elles. Je pense que n'importe qui habite Suresnes, Bondy, Vélizy a plein de trucs à nous apprendre sur sa commune. En revanche, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on peut mettre face à nous et qui sont capables d'être allés dans autant de communes et qui ont vu autant de détails dans autant de communes. Les gens de Vitry, ils connaissent pas forcément bien Noisy-le-Sec. Les gens de Montreuil, ils connaissent pas super bien forcément Viroflay et ceux de Chaville, etc. Et donc ça, cette culture, le fait d'acquérir des éléments de connaissance de tout ça, c'est un peu nous ce qu'on appelle culture métropolitaine. Et ça, c'est ça le grand Parisien de demain. Et là, vous nous emmenez dans ce qu'on appelle finalement les coulisses de la ville. Alors ça, moi, c'est le genre d'objet qu'on ne voit absolument pas, mais sur Google Earth, c'est hyper spectaculaire. Cette usine de traitement des eaux m'a l'air une des plus grandes de la métropole, ou quoi, en tout cas de cette partie de Paris. Et c'est ce qu'on appelle un peu, suite au GR 2013, les objets métropolitains, c'est-à-dire ces espèces comme les aéroports, ou comme les gares de triage, ou comme Rungis, ou ces trucs qui sont vraiment des énormes coulisses de la ville. Et nous, on avait cette idée de visiter, de dire que c'est comme si on était sur un bateau de croisière et nous on visite la salle des machines. On voit comment la ville fonctionne, comment elle tourne et tout. Et là c'est fascinant cet objet parce qu'on voit que ça fait, mais c'est immense. Tout ça, c'est là que s'il n'y a pas ça, la ville elle fonctionne pas, quoi. Et d'en haut sur la carte, on a l'impression que ce soit des champs en fait, parce que chaque bassin a une couleur différente. Exact, on dirait des champs dans l'Oklahoma. Oui. Des champs ronds comme ça. Sauf que là on voit rien, c'est très décevant. Là on voit rien, mais on va trouver un petit point, on va pouvoir observer ça. Ouais. Bon, finalement, on a pu voir un peu cette station de traitement des eaux qui est à Saint-Maur. Alors, on entend vous écoute, Baptiste qui s'extasie. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Ce qui me plaît, c'est qu'on détourne des trucs fonctionnels et on se rend compte qu'avec un regard un peu poétique, on est devant des espaces qui sont magnifiques. Et ça nous amuse beaucoup, nous, y compris avec des hôtels de VRP qui ont été faits dans une logique hyper de profit pur et dur, quoi. Vraiment... au moins coûtant. Nous, comme on transforme ça en auberge de montagne, quelque part, on arrive là-dedans avec 20 km dans les pattes, on s'endort, on s'étire, on est là comme si on était au fin fond du Queyras. Et en fait, on s'amuse à détourner des trucs qui ont été faits sans aucune âme. Et en fait, l'état d'esprit où on arrive, ça leur en donne une, c'est rigolo, quoi. Antoine de Maximi, vous nous emmenez aussi dans les coulisses de la ville, ça vous arrive ? Oui, ça vous arrive, ça m'arrive, oui, tout à fait. En général, dans mes voyages, j'ai une capitale ou une grande ville, toujours. J'avais envie de revenir juste sur un truc qui disait tout à l'heure, le fait de changer d'échelle, en fait. Là, maintenant, quand on voyage en France, on utilise pratiquement tous, on prend tous les autoroutes, ou les avions, ou les trains, etc. Et moi, je me suis aperçu que quelque chose qui était formidable avant, qui était les régions, je veux dire, quelqu'un partait d'un endroit, il allait dans le Midi, il allait traverser des régions.
Il avait passé, par exemple, dans le Limousin ou je sais pas quoi. Et maintenant, ça a presque disparu. Parce que justement, on rejoint trop vite tous ces endroits. Et si on a envie de retrouver ça, il faut ralentir. C'est ce qu'ils ont fait eux en marchant à pied. Et si tu dois aller loin, et je reviens encore à ma mobilette, mais je vais te dire, traverse la France en mobilette. Tu vas plus prendre les autoroutes, tu vas plus prendre les grandes routes parce que c'est pas Les drôle. PV non plus. Les PV. Et tu vas redécouvrir la France à une petite vitesse et tu vas redécouvrir les régions, les environnements différents et tout ça qui ont été noyés. Et eux, ils ont pu retrouver justement les différentes agglomérations comme ça autour de Paris, avec leurs différences, avec leurs variétés. Moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Voilà ce qu'on appelle une autre façon de faire la route, et c'est ce que l'on vous propose tout au long de ce week-end sur France Bleu 107.1 dans les Citoyens de la route, émission à écouter sur francebleu.fr. Rendez-vous demain pour sa suite de cette aventure, avec Bernard Darniche bien sûr, mais Antoine de Maximi aussi, et à ses côtés, Paul-Hervé Lavessière et Baptiste Lanespez, éditeur de La Révolution de Paris Sentier métropolitain, Paul-Hervé étant l'auteur et l'inventeur de ce très beau circuit. À demain, Émilie Defay, c'est l'heure du débrief. Les Citoyens de la route, le débrief. Émilie Defay. On est parti sur des chemins de traverse aujourd'hui, Émilie. Oui, on a lâché la voiture pour faire un bout de voyage, à pied d'abord, avec nos invités Paul-Henri Lavessière et Baptiste Lanespez, qui ont imaginé un sentier de 130 km autour de Paris. Antoine de Maximi, lui, on le sait, voyage dans le monde entier. Et ce qui guide leurs pas à tous, en fait, c'est la curiosité, découvrir des lieux inconnus. Et pour cela, le choix du moyen de transport est déterminant. Mieux vaut éviter ceux qui vont trop vite. La marche, par exemple, elle est idéale. Elle permet de se mettre au niveau des gens, selon Antoine de Maximi, qui a aussi un petit faible pour la mobilette. Un gros faible même. Quel que soit le moyen de transport, l'important c'est de sortir en tout cas des sentiers battus. Oui, c'est ce qu'a fait Paul-Henri Lavessière en imaginant son propre tracé. Il a passé des heures sur Google Earth pour déterminer les endroits où passer à pied, les endroits les plus agréables. Et l'idée de départ, c'était d'aller au-delà du périphérique, une frontière finalement pas si difficile à franchir, même à pied. Antoine de Maximi, lui, on l'a entendu, improvise beaucoup plus avant de partir. Il n'a pas forcément une idée précise de son itinéraire. Une fois, il a même pris un billet au hasard au dernier moment à l'aéroport. Et ça nous procure toujours de beaux moments de télévision. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous sur France Bleu 107.1. La suite de notre route autrement, ce sera à suivre demain sur France Bleu, toujours entre 8h30 et 9h, à réécouter en podcast sur francebleu.fr. Et on vous retrouve à 9h30, Mickaël Tardu. Dans une minute, même pas, le Flash Infotrafic.